Monsieur, la soupe populaire, c'est 2 rues plus loin. Ici, on ne fait pas l'aumône. Ces mots, froids comme l'acier, ont frappé Léo en plein visage, plus durement qu'une gifle. Il se tenait là, au milieu de la galerie d'art la plus chic de Paris, et tout ce qu'il ressentait, c'était le poids du mépris. La femme qui venait de prononcer cette phrase le regardait comme s'il était une tache sur un tableau de maître, une erreur qu'il fallait effacer au plus vite. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien est essentiel pour continuer à créer ce contenu pour vous. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. L'histoire commence par une journée grise à Paris. Léo, un jeune homme de 25 ans, venait de pousser la lourde porte en verre de la Galerie du Bois, un lieu sacré pour les riches collectionneurs, niché au cœur du quartier du Marais. Il n'était pas habillé pour l'endroit. Son jean était usé, taché de peinture de toutes les couleurs, et son simple sweatshirt gris avait connu des jours meilleurs. Ses mains, calleuses et marquées par le travail, trahissaient une vie passée loin des vernissages et des coupes de champagne. Il avait l'air d'un ouvrier qui se serait trompé de chemin, un fantôme du monde réel dans un palais de rêves inaccessibles. Le silence à l'intérieur était presque religieux, seulement brisé par le bruit de ses vieilles bottes sur le parquet parfaitement lustré. Les murs immaculés étaient ornés de toiles valant des fortunes, chacune éclairée par un spot individuel, comme une divinité dans son temple. Le regard de Léo n'était pas attiré par les œuvres abstraites ou les sculptures modernes. Il était fixé sur une seule toile, au fond de la salle principale. C'était une peinture magnifique, intitulée « L'aube sur la Seine ». Elle capturait avec une émotion brute les premières lueurs du jour sur le fleuve, avec des couleurs douces et une lumière qui semblait vivante. Pour n'importe qui d'autre, c'était une belle œuvre. Pour Léo, c'était un morceau de son âme, un souvenir qu'il devait à tout prix récupérer. Il s'est approché timidement du bureau où se tenait une femme d'une 50aine d'années, Madame Dubois en personne. Avec son chignon impeccable, son tailleur de créateur et son collier de perles, elle incarnait l'élégance froide et l'arrogance du pouvoir. Elle était en train de taper sur son ordinateur et n'a même pas levé les yeux quand Léo s'est arrêté devant elle. Il a attendu un instant, puis a raclé sa gorge doucement. « Bonjour madame, je voudrais connaître le prix de cette œuvre, s'il vous plaît, » a-t-il murmuré en montrant la toile du doigt. C'est à ce moment que madame Dubois a finalement daigné lever la tête. Son regard a balayé Léo de haut en bas et un rictus de dégoût s'est dessiné sur ses lèvres. C'est là qu'elle a prononcé ces mots terribles sur la soupe populaire. Léo a senti le sang quitter son visage. D'autres clients, un couple élégamment vêtu, ont tourné la tête et ont échangé un regard amusé. L'humiliation était publique. Pourtant, la voix de Léo est restée calme. « Excusez-moi, madame, je pense qu'il y a un malentendu. Je suis sérieusement intéressé par cette toile. Elle a une grande valeur pour moi. » La galeriste a éclaté d'un rire bref et sec. Un son aussi désagréable que le crissement d'une fourchette sur une assiette. « Une valeur pour vous, mon cher. La seule valeur que vous connaissez est probablement celle d'une pièce de 2 €. Cette toile coûte plus cher que votre vie entière. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous avons de vrais clients à servir. » Elle a fait un geste de la main pour le chasser, comme on chasse une mouche. Les caméras de surveillance, discrètes dans les coins du plafond, enregistraient chaque seconde de cette scène cruelle, chaque expression de mépris sur le visage de la galeriste et chaque once de dignité sur celui de Léo. Mais Léo n'a pas bougé. Il pensait à la promesse qu'il avait faite, à la raison pour laquelle il était là. Il devait essayer une dernière fois. « Madame, s'il vous plaît, je peux payer. Donnez-moi juste le prix. » Cette insistance a fait déborder le vase de l'impatience de Madame Dubois. Son visage s'est durci, sa patience a disparu, laissant place à une colère glaciale. « C'en est assez. Sécurité !» a-t-elle crié, sa voix aiguë résonnant dans la galerie. « Raccompagnez monsieur à la sortie. Il semble s'être trompé d'adresse et il dérange ma clientèle. » Un homme massif en costume noir qui se tenait près de l'entrée s'est approché. Il avait l'air moins méchant que sa patronne, presque fatigué. Il a posé une main large mais pas brutale sur l'épaule de Léo.
Allez, monsieur, il faut y aller. Léo n'a pas résisté. Il a simplement hoché la tête, le regard fixé une dernière fois sur l'aube sur la Seine, cette peinture qui représentait tant pour lui. Il a senti les regards des autres clients le suivre jusqu'à la porte, des regards chargés de jugement et de moquerie. Alors qu'il passait la porte vitrée, poussé doucement par le garde, sous le regard triomphant de Madame Dubois, Léo a sorti discrètement son smartphone de la poche de son jean. L'écran s'est allumé, révélant une conversation WhatsApp avec un contact nommé Maître Valois. D'un geste rapide, il a tapé un simple message, ses doigts abîmés se déplaçant avec une précision surprenante sur le clavier tactile. Le message disait « Phase 1 terminée, ils ont mordu à l'hameçon ». Il a appuyé sur envoyer juste au moment où la porte se refermait derrière lui, l'isolant dans le froid de la rue parisienne. Madame Dubois, retournant à ses clients fortunés avec un sourire satisfait, n'avait aucune idée de la tempête qu'elle venait de déchaîner. Elle ignorait que l'homme qu'elle venait de chasser comme un malpropre n'était pas un pauvre égaré. Il était le loup qui venait de rentrer dans la bergerie, et elle venait de lui montrer exactement où se trouvaient les brebis les plus grasses. Le froid mordant de la rue parisienne semblait moins glacial que le regard de Madame Dubois. Une fois dehors, Léo resta un instant immobile sur le trottoir, le bruit de la ville formant une cacophonie autour de lui. Il sentait encore le poids des jugements sur ses épaules, une cape invisible et lourde. Il prit une profonde inspiration, l'air frais emplissant ses poumons, comme pour chasser le venin de l'humiliation qu'il venait de subir. Le message WhatsApp était envoyé. La première pierre était posée. Maintenant, il devait observer, attendre et laisser son adversaire révéler toute l'étendue de sa cruauté. Il traversa la rue et s'assit sur un banc public en pierre, juste en face de la galerie, un poste d'observation parfait. De là, il pouvait voir l'intérieur luxueux, les clients qui entraient et sortaient, et le manège incessant de la richesse parisienne. Il sortit de sa poche un carnet de croquis et un crayon, un réflexe pour calmer ses nerfs, et se mit à dessiner les visages des passants, se perdant dans les lignes pour oublier la douleur. À l'intérieur de la galerie, l'incident était déjà devenu une anecdote croustillante. Madame Dubois, revigorée par sa propre méchanceté, racontait la scène à ses meilleurs clients, un couple d'industriels lyonnais. « Vous auriez dû voir ça !» Un véritable clochard, couvert de peinture, qui voulait acheter l'aube sur la Seine. J'ai cru que j'allais m'étouffer de rire. Il faut vraiment tout voir. L'homme, monsieur Vasseur, gloussa dans sa coupe de champagne. « Ah, Sylvie, vous êtes impayable. Vous avez bien fait de le mettre dehors. Ces gens-là n'ont rien à faire dans des lieux comme celui-ci. Ils font fuir la clientèle. » Sa femme ajouta avec un air pincé, « C'est une question d'hygiène, tout simplement. » Madame Dubois savourait son triomphe. Elle sortit son smartphone dernier cri, ouvrit Instagram et dans un élan de vanité posta une story. Elle filma discrètement Léo assis sur son banc de l'autre côté de la rue avec un zoom puissant. Elle ajouta un texte arrogant sur la vidéo. Certains rêvent devant la vitrine, d'autres achètent ce qu'il y a dedans. Art de vivre, Galerie Dubois, élite. Léo ne vit pas la story, mais il sentit les regards se tourner vers lui. Un groupe de jeunes touristes, téléphone à la main, le pointèrent du doigt en riant. L'un d'eux, plus audacieux, s'approcha et prit une photo de lui, sans aucune gêne. La vidéo de Madame Dubois, partagée par ses milliers d'abonnés, commençait à faire son effet. Le hashtag Clodo Dumaret commençait à apparaître sur les réseaux sociaux. L'humiliation n'était plus confinée aux murs de la galerie. Elle se répandait maintenant dans le monde digital, viral et impitoyable. Le ventre de Léo se noua. Il n'avait rien mangé depuis le matin, trop anxieux à l'idée de cette confrontation. La faim, mêlée à la honte, créait une douleur sourde dans son estomac. Il ferma les yeux un instant, se remémorant pourquoi il endurait tout cela. L'image d'un visage d'enfant, pâle sur un lit d'hôpital mais souriant, lui revint en mémoire. C'était pour eux, pour cette promesse. Il resta là pendant près de 2 heures, dessinant sans relâche, transformant sa peine en art. Le soir commençait à tomber et les lumières de la ville s'allumaient. La galerie allait bientôt fermer. C'est alors qu'il vit quelque chose d'inattendu. Un jeune livreur à vélo, portant l'uniforme d'une application de livraison de repas bien connue,
s'arrêta devant la galerie. Madame Dubois sortit elle-même pour récupérer un grand sac en papier. Mais au lieu de le prendre et de rentrer, elle commença à réprimander le jeune homme. Léo ne pouvait pas entendre les mots, mais il voyait la colère sur le visage de la galeriste et la détresse sur celui du livreur. La discussion s'envenima. Soudain, dans un geste de rage, Madame Dubois attrapa le sac des mains du garçon et le jeta violemment par terre. La nourriture se répandit sur le trottoir. 10 minutes de retard, c'est inacceptable. Je ne paierai pas pour ça. Maintenant, dégagez, cria-t-elle, sa voix portant cette fois jusqu'à Léo. Le jeune livreur, au bord des larmes, ramassa piteusement ce qu'il pouvait et repartit, la tête basse. Cette scène de cruauté gratuite envers quelqu'un qui ne faisait que son travail en disait plus long sur Madame Dubois que tous ses tailleurs de luxe. La nuit était tombée. Léo, frigorifié et affamé, décida qu'il en avait assez vu pour aujourd'hui. Il se leva, ses jambes engourdies, et commença à marcher sans but précis. Il passa devant une boulangerie dont l'odeur de pain chaud lui tordit les entrailles. Il fouilla ses poches et en sortit quelques pièces, juste assez pour une baguette. Il la mangea en marchant, le pain sec lui semblant être le meilleur repas du monde. Son téléphone vibra. C'était une notification de sa banque. Le message était laconique. Virement de 500 000 € effectué avec succès. Destinataire, Fondation Hôpital Necker Enfants Malades. Un maigre sourire se dessina sur ses lèvres. Au moins une partie de son plan fonctionnait parfaitement. Il répondit par SMS à l'expéditeur, son avocat. Parfait. Continue la surveillance. Il savait que chaque euro de ce don anonyme irait directement aider les enfants. Cette pensée lui donna la force de continuer. Alors qu'il se dirigeait vers le métro, il passa à côté d'une poubelle publique près de la galerie. Quelque chose attira son attention. Un dossier cartonné de couleur crème avait été jeté par-dessus, comme si quelqu'un s'en était débarrassé à la hâte. Poussé par une intuition, Léo le ramassa. Il était presque vide, à l'exception d'une seule feuille de papier qui avait glissé au fond. C'était une liste, imprimée sur du papier à en-tête de la galerie. Le titre était « Vente de charité, lot potentiel ». Il y avait plusieurs noms d'artistes et d'œuvres avec des estimations de prix. Et puis tout en bas de la page, une note manuscrite à l'encre rouge attira son regard. À côté du nom de la toile, L'aube sur la Seine, quelqu'un avait écrit « Propriétaire original, L. Moreau. Acte de cession à vérifier, potentiel de plus-value énorme si Spectre est authentifié. » Léo sentit son cœur s'arrêter. L. Moreau. C'était son nom. Léo Moreau. Et Spectre, c'était le nom qu'il utilisait pour signer ses œuvres quand il était plus jeune. Un nom que personne ne connaissait. Comment Madame Dubois pouvait-elle être au courant? Comment savait-elle? Cette découverte était plus qu'une simple coïncidence. C'était la pièce manquante du puzzle. La preuve qu'il n'était pas seulement victime de mépris, mais peut-être d'une machination bien plus sombre. Il serra le papier dans sa main, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était plus seulement une question d'honneur, c'était devenu personnel. Ce qu'il tenait entre ses doigts n'était pas juste un bout de papier, c'était le début de sa vengeance. La feuille de papier tremblait entre ses doigts. El Moreau, Spectre. Ces deux mots, jetés sur le papier comme une note sans importance, étaient en réalité la clé de tout. Léo sentit une vague de froid le parcourir, bien plus glaciale que le vent de la nuit. Ce n'était donc pas un simple hasard, pas seulement le mépris d'une femme riche pour un homme pauvrement vêtu. C'était une machination. Madame Dubois savait qui il était, ou du moins, elle avait des soupçons. Elle savait que la toile « L'aube sur la Seine » était l'œuvre de jeunesse d'un artiste mystérieux dont la cote commençait à exploser sur le marché de l'art underground. Elle voulait s'approprier son passé, le monnayer. Et pour cela, elle devait s'assurer que le véritable artiste reste dans l'ombre, humilié et réduit au silence. La colère, pure et brûlante, remplaça le désespoir dans le cœur de Léo. Il ne s'agissait plus de récupérer un souvenir, il s'agissait de reprendre le contrôle de son histoire, de son identité. Avec une nouvelle détermination, Léo plia soigneusement le document et le glissa dans la poche intérieure de sa veste. C'était sa première preuve. Il marcha jusqu'à la station de métro la plus proche, son esprit tournant à plein régime. Il devait être intelligent, méthodique.
Il sortit son téléphone et prit une photo nette et précise de la feuille, puis l'envoya immédiatement à son avocat, Maître Valois, via une application de messagerie sécurisée. Le message qui accompagnait la photo était court. « Ils savent. C'est prémédité. Nous devons rassembler plus de preuves. Je commence demain. » La réponse de l'avocat ne se fit pas attendre. « Reçu. Sois prudent, Léo. Ne te mets pas en danger. Je vais commencer les recherches de mon côté sur l'historique de la galerie. » Trouver un allié en Maître Valois, un vieil ami de son père qui croyait en lui depuis toujours, était sa plus grande force. Il n'était pas seul dans ce combat. Le lendemain matin, Léo changea de stratégie. Il retourna dans le Marais, mais cette fois, il n'était plus le visiteur timide. Il portait une casquette basse et des lunettes de soleil, se fondant dans la foule des touristes. Il passe des heures à observer la galerie de loin, notant les allées et venues, les habitudes du personnel. Il remarqua le jeune livreur de la veille, celui que Madame Dubois avait humilié. Il attendit patiemment la fin de son service et l'aborda avec douceur. « Excusez-moi, je vous ai vu hier soir, avec la directrice de la galerie. Je suis journaliste. Je fais un reportage sur les conditions de travail des livreurs. Accepteriez-vous de me raconter ce qui s'est passé ? De manière anonyme, bien sûr. » Le jeune homme, nommé Karim, hésita d'abord, la peur se lisant sur son visage. Mais la gentillesse dans la voix de Léo le mit en confiance. Il raconta comment Madame Dubois le traitait régulièrement avec mépris, comment elle annulait souvent les commandes à la dernière minute sans payer, le laissant avec la nourriture sur les bras et une pénalité sur son compte. Léo enregistra discrètement toute la conversation sur son téléphone, un témoignage poignant de la cruauté ordinaire de son ennemi. Il avait maintenant un deuxième témoin, une autre victime. Pendant ce temps, Madame Dubois jubilait. La vidéo de Léo, le hashtag Clodo du Marais, était devenue un petit phénomène viral dans sa bulle de riches parisiens. Ses amis l'appelaient pour la féliciter de son « audace ». Encouragée par cette attention, elle décida d'enfoncer le clou. Elle posta sur le compte Instagram de la galerie une série de photos de ses plus belles ventes, avec des légendes pleines de sous-entendus. Sous la photo d'un tableau vendu à plusieurs millions d'euros, elle écrivit « L'art n'est pas pour tout le monde. C'est un privilège qui se mérite. Hashtag exclusivité, hashtag luxe. » Léo, qui suivait le compte de la galerie avec un profil anonyme, fit des captures d'écran de chaque publication, de chaque commentaire méprisant. Il créa un dossier sur son ordinateur qu'il nomma sobrement « Justice ». Chaque post, chaque mot arrogant était une nouvelle pièce à conviction qu'il ajoutait méticuleusement à sa collection. Il savait que l'arrogance de Madame Dubois serait sa propre chute. Les gens comme elle se sentent tellement intouchables qu'ils ne réalisent pas qu'ils laissent des traces numériques partout. L'après-midi, Léo mit en place la partie la plus audacieuse de son plan. Il savait que Madame Dubois déjeunait tous les jours dans un restaurant chic à 2 pas de la galerie. Il s'y rendit, habillé simplement mais proprement, et s'installa à une table discrète dans un coin. Il commanda un simple café pour ne pas attirer l'attention. Comme prévu, Madame Dubois arriva peu après, accompagnée de Monsieur Vasseur, l'industriel qui avait ri de Léo. Ils s'installèrent à une table voisine. Léo activa discrètement l'enregistreur audio de son téléphone qu'il posa sur la table à côté de lui, l'écran tourné vers le bas. Leur voix, amplifiée par l'acoustique du restaurant, lui parvenait clairement. « Alors, Sylvie, des nouvelles de votre artiste mystère, Spectre ?» demanda Vasseur. Le cœur de Léo manqua un battement. Madame Dubois eut un petit rire suffisant. « J'ai une piste très sérieuse. L'acte de cession original de sa première toile, L'Aube sur la Seine, est un peu flou. Si j'arrive à prouver qu'il y a un vice de forme, la galerie pourrait en devenir la propriétaire légale. Et si la rumeur est vraie et que Spectre est bien ce jeune prodige qui refuse de se montrer, la toile vaudra 100 fois son prix. Il suffit juste de trouver le bon expert pour interpréter le document. » Vasseur sourit. « Vous êtes diabolique, j'adore ça. » L'enregistrement était parfait. C'était un aveu. Elle ne cherchait pas seulement à vendre la toile, elle cherchait à la voler. Le soir, épuisé mais galvanisé par ce qu'il avait accompli, Léo rentra dans son petit studio sous les toits de Paris. C'était un espace modeste, rempli de toiles, de pots de peinture et de livres d'art.
Le contraste avec le luxe ostentatoire de la galerie était saisissant. Il transféra tous les fichiers de la journée, l'enregistrement audio, les captures d'écran, le témoignage de Karim, sur un disque dur sécurisé. Il avait maintenant des preuves solides. Il avait la cruauté, l'arrogance, et maintenant il avait le mobile, l'appât du gain, la volonté de spolier un artiste de son œuvre. Il se sentait comme un détective rassemblant les pièces d'un puzzle macabre. Il repensa à son père, qui lui disait toujours « L'art, c'est la vérité. Ne laisse jamais personne te voler ta vérité. » Cette phrase résonnait en lui avec une force nouvelle. Il s'assit à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Il se connecta au site de la Galerie du Bois. En naviguant sur les différentes pages, il remarqua une annonce qui n'était pas là la veille. La galerie organisait son grand gala de charité annuel dans 2 semaines, l'événement le plus mondain de la saison artistique. Et en lisant la description de la soirée, ses yeux s'écarquillèrent. En clou du spectacle, une vente aux enchères exceptionnelle serait organisée. Et le lot phare, mis en avant avec une photo éclatante, était la toile « L'aube sur la Seine ». C'était donc ça son plan. Elle allait utiliser le gala, sous couvert de charité, pour vendre sa propre toile, volée, au plus offrant, devant toute l'élite parisienne. C'était à la fois brillant et monstrueux. Mais c'était aussi une opportunité, une scène parfaite pour que la vérité éclate. Un sourire déterminé se dessina sur le visage de Léo. Le moment de la vérité approchait plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Il avait maintenant presque tout ce qu'il fallait pour la détruire. Il ne lui manquait plus qu'une seule chose, une invitation. L'annonce du gala de charité fut comme un coup de tonnerre. C'était là, sur cette scène, devant le tout Paris, que Madame Dubois comptait achever son œuvre, transformer son mensonge en or et son vol en acte de bienfaisance. Léo sentit une rage froide l'envahir, mais cette rage était maîtrisée, canalisée. Il savait que le désespoir était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Le gala n'était pas une fin, c'était une arène. Et il comptait bien y entrer, non pas en victime, mais en gladiateur. Le seul problème, comme il l'avait noté, était l'invitation. Un carton d'invitation pour cet événement coûtait 1 000 €, une somme destinée à filtrer les indésirables et à garantir un entre-soi parfait. Une somme que le personnage qu'il jouait ne pourrait jamais réunir, mais Léo Moreau, lui, le pouvait. Il envoya un simple message à Maître Valois. « J'ai besoin d'une invitation pour le gala. » Discrètement. La réponse fut presque instantanée. « C'est déjà fait. Elle arrivera demain par coursier. » Au nom d'un collectionneur suisse anonyme. La machine était en marche. Les jours qui précédèrent le gala furent un véritable supplice. Madame Dubois, grisée par son succès et l'attention médiatique que sa galerie recevait, devint encore plus insupportable. Elle semblait prendre un malin plaisir à croiser Léo, qui continuait de venir dessiner sur son banc, de l'autre côté de la rue. Elle ne le voyait plus comme une menace, mais comme un trophée, un symbole vivant de sa supériorité. Un après-midi, alors qu'il pleuvait à verse, elle sortit de la galerie, tenant un grand parapluie. Elle ne traversa pas pour s'abriter, mais pour le narguer. Elle s'arrêta devant lui, le protégeant ironiquement de la pluie pendant quelques secondes. Léo, trempé jusqu'aux os, leva les yeux vers elle. « Vous êtes encore là, vous ?» dit-elle avec un faux air de pitié. « Vous savez, la persévérance, c'est admirable, mais l'acharnement, c'est pathétique. Cette toile que vous regardez avec tant d'envie, elle sera vendue dans quelques jours pour une somme que vous ne pourriez même pas imaginer. Elle ira aider les pauvres enfants, vous comprenez? C'est ironique, n'est-ce pas? Un pauvre qui regarde un trésor qui va aider d'autres pauvres, mais sans jamais pouvoir y toucher. » Elle eut un petit rire cruel et retira le parapluie, le laissant de nouveau sous l'averse. « Allez, rentrez chez vous, vous allez attraper froid. » Ce fut le pic de son humiliation. Être ainsi raillé, traité comme un enfant idiot par la femme qui essayait de lui voler son âme, il serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Mais son visage resta impassible. Il la regarda s'éloigner, et un calme étrange s'empara de lui. C'était la dernière fois qu'elle le verrait ainsi, faible et vulnérable. Ce qu'elle ignorait, c'est que pendant qu'elle paradait, l'étau se resserrait. Maître Valois avait fait des merveilles,
Il avait retrouvé l'expert en art que Madame Dubois avait contacté pour interpréter l'acte de cession. Après quelques pressions juridiques et la promesse d'une immunité, l'expert avait accepté de coopérer. Il avait fourni à l'avocat une copie de tous les emails échangés avec la galeriste. Dans l'un d'eux, elle écrivait noir sur blanc « Je vous paierai le double de vos honoraires habituels si vous trouvez un moyen de déclarer l'acte de cession invalide. Nous devons agir vite avant que le véritable spectre ne se manifeste, s'il existe encore. » C'était la preuve ultime, l'arme fatale. La preuve écrite d'une tentative d'escroquerie. Maître Valois transféra immédiatement les fichiers cryptés sur un cloud sécurisé, auquel Léo avait accès. Assis dans un petit café pour se sécher, Léo téléchargea les emails sur son téléphone. En les lisant, il sentit un frisson le parcourir. C'était pire que ce qu'il avait imaginé. Elle n'avait aucun doute, elle savait qu'elle commettait un crime. La veille du gala, Léo reçut un appel de Karim, le jeune livreur. Sa voix était tremblante. « Monsieur, je ne sais pas si je dois vous le dire, mais elle m'a fait virer. » Léo sentit son cœur se serrer. « Comment ça, Karim ? Raconte-moi. » « Elle a appelé ma société, elle a déposé une fausse plainte contre moi. Elle a dit que je l'avais insulté, que je l'avais menacé. Ils m'ont suspendu sans même écouter ma version. J'ai perdu mon travail, j'ai une famille à nourrir. » La cruauté de Madame Dubois était sans limite. Elle ne se contentait pas d'humilier, elle détruisait. « Ne t'inquiète pas, Karim, » dit Léo d'une voix ferme. « Justice sera faite, je te le promets. Peux-tu venir demain soir devant la galerie vers 20h ? Amène ton téléphone, fais-moi confiance. » Il raccrocha, le cœur lourd de culpabilité, mais l'esprit plus déterminé que jamais. Ce n'était plus seulement pour lui. C'était pour Karim et pour tous les autres qu'elle avait écrasés sur son passage. Le soir du gala arriva. Dans son petit studio, Léo se préparait. Il ne mit pas le costume de créateur qu'il gardait pour plus tard. Il enfila ses vêtements de travail usés, ceux qu'il portait le premier jour. Il se regarda dans le miroir. Il voyait un homme fatigué, cerné. Mais dans ses yeux brûlait une flamme nouvelle. Il passe en revue son plan une dernière fois. Toutes les preuves, les captures d'écran, les enregistrements audio, les emails, les témoignages, étaient synchronisés sur une petite clé USB qu'il glissa dans sa poche. Une copie était chez Maître Valois, une autre sur le cloud. Il avait contacté un ami journaliste, spécialisé dans les scandales, qui serait présent au gala, prêt à diffuser l'histoire en direct si quelque chose tournait mal. Tous ses alliés étaient en place. Il jeta un dernier regard à une vieille photo posée sur son bureau. Lui, adolescent, tout sourire, à côté de son père, devant la toile, l'aube sur la scène, juste après l'avoir terminée. C'était une photo d'un temps plus simple, un temps où l'art était une joie et non une arme. Une larme roula sur sa joue. Il l'essuya rageusement. Ce soir, il se battait pour ce garçon sur la photo, pour son père, pour sa vérité. Il arrive devant la galerie. Le tapis rouge était déroulé, les flashs des photographes crépitaient. Des voitures de luxe déposaient des invités vêtus de robes de soirée et de smoking. C'était un autre monde, un monde de paillettes et d'illusions. Il attendit, caché dans l'ombre, regardant le spectacle de la vanité. Il vit Madame Dubois, resplendissante dans une robe rouge sang, accueillir ses invités avec de grands sourires. Elle était au sommet de son monde, la reine de la soirée. Elle ne se doutait de rien. Elle ne voyait pas le jeune livreur Karim qui attendait de l'autre côté de la rue, son téléphone à la main. Elle ne voyait pas le journaliste qui se mêlait à la foule, et elle ne voyait surtout pas l'ombre qui l'observait, attendant le moment parfait pour que le rideau tombe. Léo prit une dernière, profonde inspiration. Il sentait l'adrénaline monter. Le masque allait enfin tomber. Demain, à la même heure, le nom de Sylvie Dubois ne serait plus synonyme de luxe, mais de honte. Demain, ils apprendraient tous qui il était vraiment. L'ombre dans laquelle se tenait Léo était sa meilleure alliée. De là, il observait le ballet hypocrite de la haute société parisienne, un monde qu'il avait rejeté et qu'il s'apprêtait à faire imploser. Chaque flash d'appareil photo qui immortalisait le sourire radieux de Madame Dubois était comme un compte à rebours avant l'explosion. Il sentit son téléphone vibrer. Un message de Maître Valois. « Je suis à l'intérieur. » Près du bar.
Le journaliste est en place. Karim a confirmé sa position. Tous les feux sont au vert. À ton signal. Léo répondit par un simple pouce levé. Le calme avant la tempête était palpable. Il ne ressentait plus de peur, seulement une sorte de sérénité glaciale, la certitude absolue d'être du bon côté de l'histoire. Il avait passé les dernières heures à tout vérifier, encore et encore. La clé USB contenant le dossier justice était dans sa poche, mais les mêmes fichiers étaient déjà entre les mains de 3 journalistes d'investigation réputés et d'un procureur ami de Maître Valois, prêt à être divulgué au moment opportun. À l'intérieur de la galerie, l'ambiance était à la fête. Le champagne coulait à flots et les conversations mondaines emplissaient l'espace. Madame Dubois était au centre de toutes les attentions. Elle venait de conclure la vente d'une sculpture pour une somme astronomique et elle se sentait invincible. Elle aperçut Maître Valois, qu'elle connaissait de réputation comme étant un avocat redoutable spécialisé dans l'art, et s'approcha de lui avec un sourire charmeur. « Maître, quelle bonne surprise de vous voir ici. J'espère que vous appréciez la soirée. » L'avocat lui rendit un sourire tout aussi poli, mais dont les yeux ne souriaient pas. « Bonsoir Sylvie. Soirée impressionnante. Surtout la pièce maîtresse de votre vente aux enchères, L'Aube sur la Seine. Une œuvre magnifique. J'ai entendu dire que son histoire était complexe. » Madame Dubois sentit une pointe d'agacement, mais la dissimula aussitôt. « Oh, vous savez, les histoires d'artistes, toujours un peu de drame. Mais ce qui compte, c'est que le produit de sa vente ira à une noble cause. » Elle ne savait pas que le stylo dans la poche de la veste de l'avocat était en réalité une caméra miniature qui enregistrait chaque mot, chaque expression de son visage. Pendant ce temps, à l'extérieur, Léo mettait la dernière touche à son plan. Il s'approcha de Karim, le jeune livreur. « Ça va aller ?» demanda-t-il doucement. Karim hocha la tête, le visage tendu. « Je suis prêt. Elle ne s'en tirera pas comme ça. » Léo lui tendit une petite enveloppe. « Tiens, c'est un acompte. Quand tout sera fini, tu auras de quoi tenir plusieurs mois, le temps de te retourner. Et je te promets que tu retrouveras ton travail. » Les yeux de Karim s'empirent de larmes. « Merci. Merci pour tout. » Léo lui donna ses dernières instructions. « Dans exactement 1 heure, quand la vente aux enchères commencera, tu lanceras le direct sur Instagram. Montre bien la façade, les invités, l'ambiance. Le journaliste à l'intérieur fera de même. On va leur offrir un spectacle sur 2 écrans. » L'idée était simple mais dévastatrice. Confronter l'image luxueuse de l'intérieur avec la réalité cruelle de l'extérieur. Le tout diffusé en temps réel pour que personne ne puisse nier les faits. Le dernier atout de Madame Dubois, elle le joua sans même s'en rendre compte. Se sentant intouchable, elle décida de donner une interview improvisée à une blogueuse influente spécialisée dans le luxe. La jeune femme, caméra au poing, lui posa des questions sur sa philanthropie. Madame Dubois se lança dans un grand discours larmoyant. « Vous savez, quand je vois la misère dans la rue, mon cœur se brise. C'est pour cela que j'organise ce gala, pour redonner un peu d'espoir. D'ailleurs, il y a quelques jours, un pauvre homme, un sans-abri, est entré ici. Il était fasciné par l'Aube sur la Seine. Ça m'a tellement touché. Je me suis dit que c'était un signe. Cette toile doit être vendue pour aider les gens comme lui. » Elle jouait son rôle à la perfection, la grande dame au cœur d'or. Le journaliste ami de Léo, qui se tenait non loin, enregistrait chaque mot. Cette interview serait la touche finale du dossier, la preuve de son hypocrisie absolue. Elle venait, d'elle-même, de construire la potence sur laquelle elle serait pendue. L'heure approchait. Léo sentit son cœur s'accélérer. Il repensa à tous les sacrifices, à toutes les humiliations. Il se souvint de la morsure du froid, de la faim qui lui tordait le ventre, du regard méprisant des passants. Chaque souvenir était un carburant pour sa détermination. Il sortit de l'ombre et se dirigea vers une ruelle adjacente où il avait garé une petite camionnette. À l'intérieur, il se changea. Il retira ses vêtements usés et enfila un costume sombre, parfaitement coupé, d'une élégance sobre mais indéniable. Il coiffa ses cheveux, nettoya son visage. Quand il se regarda dans le petit miroir de la camionnette, ce n'était plus le clodo du Marais qui le fixait. C'était Léo Moreau, c'était Spectre, l'artiste, l'homme, le justicier. Il était prêt.
Il retourna vers l'entrée de la galerie. Il sortit de sa poche le carton d'invitation au nom du collectionneur suisse et le tendit au service de sécurité. L'homme vérifia la liste, hocha la tête et lui ouvrit la porte. Léo entre dans la lumière. L'air était chaud, saturé de parfum et de suffisance. Personne ne le reconnut. Il n'était plus invisible. Il était devenu un autre. Un homme qui avait sa place ici. Il se dirigea vers le fond de la salle, là où la vente aux enchères allait commencer. La toile, l'aube sur la scène, était exposée sur un chevalet, magnifiquement éclairé. Elle semblait l'attendre. Il sentit une vibration dans sa poche, un dernier message de Maître Valois. Le commissaire-priseur monte sur scène, c'est le moment. Léo prit une profonde inspiration. Il jeta un regard circulaire à l'assemblée, tous ces visages souriants, inconscients du drame qui allait se jouer. Ils étaient venus pour un spectacle, ils n'allaient pas être déçus. Dans quelques minutes, leur petit monde confortable et bien ordonné allait s'écrouler. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. Le silence se fit dans la galerie lorsque le commissaire-priseur, un homme distingué à la chevelure argentée, monta sur la petite estrade. Derrière lui, l'aube sur la scène semblait irradier une lumière douce et mélancolique. Madame Dubois se tenait au premier rang, savourant son moment de gloire, un sourire triomphant aux lèvres. Léo, debout au fond de la salle, sentit le regard de Maître Valois croiser le sien. C'était le moment. Le commissaire-priseur tapa légèrement son marteau. « Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous arrivons au clou de notre soirée. Une œuvre exceptionnelle, mise en vente pour la plus noble des causes. L'aube sur la scène. Une toile d'une sensibilité rare dont la provenance mystérieuse ne fait qu'ajouter à sa valeur. La mise à prix est de 50 000 €. Une vague d'excitation parcourut l'assemblée. Les mains commencèrent à se lever. 60 000, 70. L'enchère grimpa rapidement. Alors que le prix atteignait 100 000 €, une voix calme mais puissante s'éleva du fond de la salle, coupant net l'élan des acheteurs. N'enchérissez pas. Cette toile n'est pas à vendre. Tous les regards se tournèrent vers l'homme en costume sombre qui venait de parler. Un murmure parcourut la foule. Qui était cet inconnu qui osait interrompre la vente ? Madame Dubois se retourna, le visage crispé par l'agacement. Elle plissa les yeux pour mieux voir et son expression changea. Elle ne reconnut pas le clochard, mais elle sentit immédiatement une menace. « Pardon, monsieur, mais qui êtes-vous pour perturber notre vente de charité ?» lança-t-elle, sa voix dégoulinante de mépris. Léo s'avança lentement dans l'allée centrale, son calme contrastant avec la tension qui venait d'envahir la pièce. « Je suis le propriétaire de cette toile, » dit-il simplement. Un éclat de rire fusa, celui de Monsieur Vasseur. Madame Dubois eut un sourire condescendant. « C'est absurde. Sécurité, veuillez raccompagner cet homme. Il est clairement déséquilibré. » Mais avant que la sécurité ne puisse bouger, Maître Valois se leva. « Je vous conseille de ne pas bouger. Cet homme, Monsieur Léo Moreau, est mon client. Et il dit la vérité. » Le nom de l'avocat eut l'effet d'une douche froide. Le silence devint pesant. Léo arriva près de l'estrade et se tourna vers l'assemblée. Sur l'écran géant derrière le commissaire-priseur, qui servait à projeter les détails des œuvres, une nouvelle image apparut soudainement, contrôlée à distance par le journaliste ami de Léo. C'était une photo. Une photo de Léo, adolescent, tout sourire, à côté de son père posant fièrement devant la toile l'aube sur la scène, fraîchement peinte. Le choc fut visible sur les visages. « Cette toile, je l'ai peinte il y a 10 ans, » continua Léo, sa voix emplie d'une émotion contenue. « C'était un hommage à mon père, qui venait de nous quitter. Je l'ai signé sous mon nom d'artiste de l'époque, un nom que certains d'entre vous, collectionneurs, commencent à connaître. Spectre. » Le mot fut lâché. Spectre, le nom de l'artiste de rue anonyme le plus en vogue du moment, celui que toutes les galeries s'arrachaient. Un murmure stupéfait parcourut la salle. Madame Dubois devint blême. Son sourire avait disparu, remplacé par un masque d'incrédulité et de panique. « C'est un mensonge, une imposture » balbutia-t-elle. « Vraiment » répondit Léo.
L'image sur l'écran changea de nouveau. C'était maintenant une vidéo. La vidéo de la caméra de surveillance de la galerie datant du jour de sa première visite. La salle entière vit la scène. Léo, en vêtements de travail, s'approchant timidement et Madame Dubois le regardant avec un dégoût non dissimulé. Puis, le son fut activé. Sa voix, claire et cruelle, emplit la galerie. « Monsieur, la soupe populaire, c'est 2 rues plus loin. Ici, on ne fait pas l'aumône. » Un cri de stupeur collectif s'éleva de l'assemblée. Les invités se tournèrent vers Madame Dubois, leur regard passant de la surprise au dégoût. « Mais ce n'est pas tout !» enchaîna Léo. L'écran afficha alors les captures d'écran des publications Instagram de la galerie, le hashtag Clodo du Marais, les commentaires moqueurs. Puis, ce fut au tour de l'enregistrement audio pris au restaurant. La voix de Madame Dubois, complotant avec Monsieur Vasseur pour faire invalider l'acte de cession, résonna dans le silence glacial. Si j'arrive à prouver qu'il y a un vice de forme, la toile vaudra 100 fois son prix. Monsieur Vasseur, rouge de honte, essaya de se fondre dans la foule. L'humiliation de Léo était maintenant devenue la leur. Enfin, l'écran afficha les emails échangés avec l'expert en art, la preuve irréfutable de sa tentative d'escroquerie. Madame Dubois tremblait de tous ses membres. Elle chercha un soutien du regard, mais ne rencontra que des visages accusateurs. Son monde s'écroulait en direct. « Cette femme, dit Léo en la pointant du doigt, ne voulait pas seulement vendre ma toile, elle voulait me la voler. Elle a humilié, menti, et même fait renvoyer un innocent pour arriver à ses fins. » À ce moment, les portes de la galerie s'ouvrirent. Karim, le jeune livreur, entra, son téléphone toujours en train de filmer en direct. Des milliers de personnes suivaient la scène sur Instagram. Le journaliste de Léo, à l'intérieur, faisait de même. La chute de Sylvie Dubois n'était pas privée, elle était un spectacle public. Madame Dubois a prétendu vouloir vendre cette toile pour aider les pauvres enfants, continua Léo. C'est une noble intention. Tellement noble, en fait, que j'ai décidé de le faire moi-même. Il sortit son téléphone et projeta sur l'écran un reçu de virement bancaire. La salle entière put lire « Virement de 500 000 €. Destinataire, Fondation Hôpital Necker Enfants Malades. Donateur. Anonyme. » Ce fut le coup de grâce. L'hypocrisie de la galeriste était exposée dans toute sa laideur, contrastant avec la générosité silencieuse de celui qu'elle avait traité comme un moins que rien. Madame Dubois, à bout, laissa échapper un cri de rage et de désespoir. Elle tenta de s'enfuir, de se frayer un chemin à travers la foule, mais les invités s'écartaient sur son passage comme si elle était pestiférée. Arrivée à la porte, elle fut accueillie par les flashs d'une dizaine de journalistes, alertés par leurs confrères déjà sur place. Son empire s'était effondré en moins de 10 minutes. À l'intérieur, un tonnerre d'applaudissements éclata, spontané, puissant, libérateur. Les invités, témoins de cette justice implacable, applaudissaient Léo, son courage, sa dignité. Certains avaient les larmes aux yeux. Maître Valois posa une main sur l'épaule de son client. « Tu l'as fait, gamin. Tu l'as fait. » Léo, le visage baigné de larmes de soulagement, regarda sa toile. Il était enfin chez lui. La vérité avait enfin éclaté, et rien ne serait plus jamais comme avant. Justice était rendue, mais pour Sylvie Dubois et ses complices, ce n'était que le début de leur chute. La chute de Sylvie Dubois fut aussi spectaculaire que son ascension avait été impitoyable. Dans les heures qui suivirent le gala, les vidéos du scandale inondèrent les réseaux sociaux. Le hashtag Clodo du Marais fut remplacé par Justice pour Spectre, qui devint la première tendance en France sur Twitter. Les plus grands journaux, du Monde au Figaro, consacrèrent leur une à l'affaire Dubois, racontant l'histoire de l'artiste humilié qui avait orchestré la chute de la reine du marché de l'art parisien. La galerie fut contrainte de fermer ses portes dès le lendemain, assaillie par des manifestants et des journalistes. Pour Madame Dubois, le cauchemar ne faisait que commencer. Les plaintes s'accumulèrent, fraude, tentative d'escroquerie, diffamation et même harcèlement après le témoignage public de Karim. Ses riches amis lui tournèrent le dos, craignant d'être éclaboussé par le scandale. Son mari, M. Vasseur, demanda le divorce,
affirmant dans un communiqué de presse qu'il avait été trompé et manipulé. En moins d'une semaine, elle perdit tout. Sa réputation, sa fortune, son statut social. Le procès fut rapide, les preuves rassemblées par Léo et Maître Valois étaient accablantes. Silly Dubois fut condamnée à une peine de prison ferme et à des dommages et intérêts colossaux. Pour Léo, la vie changea radicalement, mais il resta fidèle à lui-même. Du jour au lendemain, Spectre n'était plus un mystère. Il devint l'artiste le plus célèbre de France. Les musées du monde entier, du MoMA de New York à la Tate Moderne de Londres, se battaient pour exposer ses œuvres. Les offres se chiffraient en millions d'euros. Mais Léo refusa de se laisser emporter par ce tourbillon. Sa première décision fut de s'occuper de ceux qui l'avaient aidé. Il offrit à Karim un poste de logisticien dans son nouvel atelier, avec un salaire qui lui permit de mettre sa famille à l'abri pour de bon. Il créa la Fondation Moreau, en l'honneur de son père, pour financer des bourses d'études pour les jeunes artistes issus de milieux défavorisés. Il racheta le local de l'ancienne Galerie du Bois, non pas pour y exposer ses œuvres, mais pour en faire un centre d'art gratuit et ouvert à tous, en particulier aux enfants des quartiers populaires. Quant à la toile L'Aube sur la Seine, elle ne fut jamais vendue. Léo l'offrit personnellement à l'hôpital Necker Enfants Malades, où elle fut accrochée dans le hall principal, apportant un peu de beauté et d'espoir aux enfants malades et à leurs familles. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, l'histoire de Léo Moreau est devenue une légende moderne. Netflix en a tiré une mini-série à succès, L'Art de la Vengeance, qui a battu des records d'audience. Léo a écrit un livre, Le Clochard du Marais, qui est devenu un best-seller international, traduit en 30 langues. Il donne des conférences dans les plus grandes universités du monde, non pas sur l'art, mais sur la résilience, la justice et l'importance de ne jamais juger un livre à sa couverture. Il est resté un homme simple, préférant son atelier rempli de peinture à l'odeur des cocktails mondains. Il a trouvé l'amour auprès d'une médecin pédiatre de l'hôpital Necker et ensemble, ils continuent d'œuvrer pour aider les plus fragiles. Le contraste entre sa vie d'avant et celle d'aujourd'hui est saisissant. L'homme qui mangeait une baguette sèche pour seul repas est aujourd'hui un philanthrope respecté. L'artiste rejeté est devenu une icône mondiale. Mais au fond de lui, il est resté le même, le fils aimant de son père, un homme pour qui la vérité et la dignité valent plus que tout l'or du monde. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi ? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera droit au cœur.